Tout le monde est installé. Bien, bienvenue à tous, bonsoir, et bienvenue à cette table ronde intitulée L'humanisme à l'heure de l'IA. L'IA, outil vers un monde meilleur. Alors, l'intelligence artificielle transforme profondément nos sociétés, nos économies et même nos interactions humaines. Elle est à la fois une opportunité inédite d'amélioration et un défi éthique majeur. Dans ce contexte, la question de son alignement avec les valeurs humanistes, donc celles qui placent l'humain au cœur des décisions, devient essentielle. Ce soir, nous allons explorer comment l'IA peut contribuer à un monde meilleur, tout en restant fidèle à ses valeurs, en abordant des questions de progrès technologique, de justice sociale et de responsabilité collective. Et pour cela, nous avons l'honneur d'être accompagnés par trois intervenants. Donc, tout d'abord, Frédéric Moati. Frédéric Moati, qui est une experte reconnue en biologie, en neurosciences, en imagerie médicale, avec une carrière transversale combinant recherche clinique et fondamentale, enseignement universitaire et implication dans des agences d'évaluation nationales et internationales. Ces 15 dernières années, elle a signé à l'ANSES, je dis bien, Frédéric ? L'ANSES, c'est bien ça ? Elle a siégé à l'ANSES en tant qu'experte au sein du comité spécial sur les risques liés aux nouvelles technologies. Ensuite, nous avons à sa gauche Hervé Cuyandre, spécialiste du numérique et de l'intelligence artificielle, qui a une carrière dédiée à remettre l'humain au cœur des technologies. Chargé de mission digitale chez Engie pendant plus de 13 ans. Il a travaillé sur des projets liés à la digitalisation, à la sociologie des générations numériques et à l'intelligence artificielle. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont celui que j'ai sur ma petite fiche, Après l'intelligence artificielle et la robotisation, remettre l'humain au cœur du monde, un ouvrage préfacé par Elisabeth Moreno. J'en ai un autre là, qui est la première mouture, je vous le montre. Un monde meilleur, et si l'intelligence artificielle humanisait notre avenir. Alors aujourd'hui, il combine son expertise technologique avec son engagement pour des causes sociétales, notamment la lutte contre les violences faites aux femmes et la promotion de l'égalité professionnelle. Et puis enfin, Pierre-Alain Raffan, expert reconnu lui aussi en innovation et intelligence artificielle, ayant une riche expérience dans les domaines de la politique publique et de la transformation numérique. Ancien député de l'Essonne, il a été rapporteur de lois clés, notamment sur l'intelligence artificielle, la régulation de l'économie de l'attention et les objectifs de développement durable. Il est également actif dans les initiatives de prospective au sein de la Société française de prospective, et il combine son expertise académique, notamment à travers un doctorat sur l'impact de l'IA et sur la démocratie, avec des fonctions de conseil et de stratégie dans des entreprises innovantes. Alors, et pour commencer, je vais tout de suite poser une première question à Frédéric. Donc, une question qui est liée à son expertise en sciences de façon générale et dans l'évaluation des risques liés aux nouvelles technologies. Frédéric, comment percevez-vous l'impact de l'intelligence artificielle sur l'humain ? C'est tout bon. Eh bien, écoute, ça marche ? Ça a l'air. C'est une vaste question, mais pour pouvoir y répondre, je vais quand même vous dire juste un petit peu comment a évolué l'IA aujourd'hui pour savoir effectivement comment on va pouvoir se situer. Depuis 1956, mais je vais aller assez vite après, où il y a eu sa création de l'intelligence artificielle. 97, on a eu une intelligence artificielle qui savait faire qu'une seule chose, mais qui l'a fait tellement bien qu'elle a gagné au jeu d'échecs. En 2015, on a changé un petit peu de langage, mais on a eu encore une intelligence artificielle qui a gagné cette fois-ci au jeu de Go. Et en fait, au fur et à mesure, les concepteurs ont essayé d'imiter le fonctionnement du cerveau. En fait, on pourrait dire que c'est une bataille des imaginaires sur tous les terrains ontologiques et même économiques. Et cette imitation du fonctionnement du cerveau a permis quand même de pouvoir avoir des IA qui pouvaient répondre et permettre de faire d'abord des calculs, beaucoup de calculs statistiques, et il faut se rendre compte qu'en fait, les IA fonctionnaient avec j'y fonctionnais parce que ça a quand même bien évolué, uniquement par raisonnement statistique en faisant des corrélations.
Et qui dit corrélation, comme on dit toujours, n'est pas causalité et ça n'explique strictement rien. On n'explique toujours pas d'ailleurs le fonctionnement de l'IA. Et on l'expliquait tellement peu qu'en fait l'IA avait des biais qui étaient liés en fait à la façon de coder cette IA. Donc on raconte toujours les biais liés aux personnes qui étaient plutôt des personnes du sexe masculin, blanc, et donc avec tout ce que ça a impliqué. Et on a cherché à corriger ces biais. Ces IA avaient des langages un peu simple. Et puis, depuis 2015, on va dire que les langages ont beaucoup évolué, comme nous d'ailleurs, et on a construit des réseaux de plus en plus compliqués avec même ce qu'on appelle des transformers, d'où le nom de ChatGPT, c'est pré-transformer. Et ça permet quoi? Ça permet de ne plus regarder les mots l'un après les autres, de ne plus étudier les choses l'une derrière l'autre, mais de tout lire d'un seul coup quasiment. Et donc d'être capable d'explorer une base de données très rapidement. Alors je vous ai passé sur le fait que pour faire ça, il faut des bases de données, que pour faire ces bases de données, il faut pouvoir les étiqueter, qu'on utilise c'est le cas de le dire d'ailleurs, on utilise ce qu'on appelle souvent les travailleurs du clic, c'est-à-dire des personnes invisibilisées très mal payées. On en utilise moins aujourd'hui. Et on a quand même modifié et réussi à avoir des IA qui sont capables de reconnaître les choses beaucoup plus facilement. Donc 2020, j'ai fait quand même un très rapide survol, on arrive à ChatGPT. Mais le problème avec ce ChatGPT, c'est que les résultats, ils sont toujours biaisés et qu'on ne sait pas quand on a raison et quand on a tort. Et ça ne plaît pas du tout aux gens qui les font. Et donc, ils ont cherché comment on pouvait modifier les choses. Et donc, à ce moment-là, on a créé encore un nouveau langage, on a amélioré les choses et on s'est dit qu'on pouvait demander aux humains de coder les fausses réponses. Donc on a codé les fausses réponses, mais ça prend du temps si c'est les humains qui les codent. Donc ça prend du temps, ça coûte cher et c'est pas encore génial. Donc on a modifié encore le langage et on en arrive en fait à 2024. C'est ce qui sort avec OpenAI et plus OpenAI, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui est capable elle-même de se corriger. Et donc, quand on me demande comme question qu'est-ce qu'on va faire, il y a 2 ans, j'aurais dit l'IA est un outil comme les autres. Parce que même si on ne sait pas trop comment ça fonctionne, on arrive à le modifier. Mais là, avec cet outil-là, il y a quand même des choses qui se passent. Parce qu'en 2020, quand ils ont créé ChatGPT, ils ne s'attendaient même pas à la surprise. Ils ne s'attendaient même pas à ce que ChatGPT soit capable de prédire, de construire et de faire une synthèse. Donc les concepteurs ont été les premiers étonnés de la réponse de ChatGPT. Autant dire que maintenant, je ne sais pas quelles vont être leurs surprises. Donc en fait, en juillet 2024, aux Olympiades de mathématiques, AlphaProof de Google, de DeepMind, a remporté la médaille d'argent grâce à son concept d'élaboration de preuves de façon autonome. C'est-à-dire qu'elle est capable de vérifier tous ses calculs et pas seulement ses calculs. En fait, de quelques millions en 2015, de centaines à aujourd'hui des centaines de milliards de paramètres. Et si j'insiste sur ce nombre, c'est pour vous montrer qu'en fait, il y a un nombre de calculs, donc derrière, de supports matériels qui sont nécessaires. Les IA montrent des comportements inattendus. Et les concepteurs même disent ces capacités émergentes les interrogent. Car comme dans d'autres domaines, le quantitatif change le qualitatif. Et donc, si on regarde ce qui se passe, les prix Nobel l'ont bien compris, puisque cette année, ils ont donné les prix Nobel d'une part en physique, je vais commencer par la chimie, d'une part en chimie à 2 personnes qui ont mis au point donc une IA capable de voir la structure en 3D des protéines. Et ça, avant, il fallait quasiment 10 ans pour arriver à étudier une structure de protéines. Et en un an, on en a étudié plus de 200. Je vérifie pour ne pas vous dire... On a étudié, non, c'est pas 200, on a étudié 200 millions de protéines en un an. Donc, l'intérêt de ce genre de choses,
c'est qu'en fait, il va y avoir un développement qu'on n'attend absolument pas, et dans la recherche pharmaceutique, et dans la recherche de médicaments, et dans la recherche de traitements, puisqu'on va pouvoir éventuellement essayer de cibler un traitement avec une toute petite partie et aller directement sur la cible. Donc c'est quelque chose d'absolument bluffant et de fantastique. Et puis le deuxième prix Nobel qui a été attribué cette année, pour des IA. Alors, c'est en physique à deux personnes, John Hopfield et Geoffroy Hinton, pour leurs travaux sur les réseaux de neurones artificiels. Je n'ai pas du tout développé le fonctionnement de ces neurones artificiels qui ont été de plus en plus améliorés en couche, en surcouche, en feedback. Et en fait, avec ça, ils ont réussi à avoir les intelligences qu'on a aujourd'hui. Quand ils ont reçu le prix Nobel, c'est l'illustration, disent-ils, que dans notre domaine, on appelle l'émergence le tout qui vaut plus que la somme des parties. Alors, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que l'un des deux, en 2023, Hinton, démissionnait de Google pour marquer son inquiétude face à ce développement. Mais enfin, bon, comme il était passionné, qu'il trouvait ça merveilleux, comme moi par moment, tout en continuant, il a continué à chercher la meilleure façon d'imiter notre cerveau. Donc il est parti, mais il a continué. Et Hopfield, lui, quand il a reçu le prix Nobel, il a dit « En tant que physicien, je suis très, très troublé de quelque chose qui n'est pas contrôlé, quelque chose que je ne comprends pas assez bien pour savoir quelles sont les limites que l'on peut imposer à cette technologie. » Autant dire que je ne pourrais pas répondre à ta question. C'est la question que pose l'IA. Et même si aujourd'hui, dans les IA modernes, elles semblent être des merveilles absolues, leur fonctionnement encore mal compris est très, très inquiétant, ajoute-t-il. Je m'inquiète de tout ce qu'il dit. Je suis plus rapide que toi. Je suis plus grand que toi. Donc quand même que le prix Nobel donne ça comme discours à la réception de son prix Nobel, on peut effectivement... Alors à côté de ça, les IA servent dans tous les domaines. Et surtout, on cite beaucoup toujours l'exemple de la science et de l'imagerie médicale. Et effectivement, en imagerie médicale, ça a beaucoup aidé dans l'analyse des images, comme son nom l'indique, quelles que soient les évaluations, que ce soit en cardio, dans toutes les analyses anatomiques, physiques, physiologiques, et puis aussi en biologie. Ça permet beaucoup plus vite de voir, d'analyser. Alors effectivement, il faut avoir au fur et à mesure des IA qui sont adaptés à l'objet qui va permettre de détecter. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on fait des progrès en IA, on fait aussi des progrès dans les systèmes d'imagerie. Et si on utilise des banques de données qui ont été formées avec l'imageur d'il y a 10 ans, on va rendre des résultats faux, ce qui est aussi une des réponses, une des causes de résultats faux. Mais tout ça, les gens arrivent à s'en sortir et à améliorer. Et puis le domaine où ça a vraiment explosé, c'est en imagerie médicale et dans les neurosciences. Alors là, il y a deux volets dans ces neurosciences. Le premier volet, c'est la détection. En détection, c'est vraiment génial. C'est vrai qu'on a des sensibilités et des spécificités qui sont absolument superbes. Alors, il y a des appareils, un appareil de recherche en France qui est le plus fort du monde, puisque c'est un appareil, enfin le plus puissant, puisque c'est un appareil qui fonctionne avec 13,7 Tesla, ça ne vous dit rien, mais c'est 200 000 fois le champ magnétique. Et quand vous allez faire une IRM à l'hôpital, c'est 3 Tesla. Donc vous voyez que c'est quand même un rapport de plus de quasiment 10. Ce qui veut dire qu'avec cette IRM de recherche qui commence à peine à fonctionner, on est capable de voir les microcerveaux qui entourent des neurones dans le cerveau. Donc, on ne sait pas ce que ça va nous permettre de voir, mais ça développe des possibilités. On est aussi capable, par exemple, de mettre en évidence une molécule de lithium. Or, le lithium, on s'en sert pour soigner des dépressions. Donc, on peut voir où va le lithium. Donc, pour en revenir à ce qui sert en routine et pas en recherche, les diagnostics sont beaucoup plus rapides. Il faut aussi former les gens, mais ça, je suis restée sur le volet du merveilleux et pas sur tout ce que ça implique derrière. Et effectivement,
les comptes rendus, les statistiques, les performances sont au moins aussi bonnes que les performances des humains, ce qui ne plaît pas obligatoirement tout le temps. Ça, c'est ce qu'on appelle la recherche en neurosciences sur les statistiques, sur l'imagerie. Et puis, il y a un domaine dont j'ai envie de vous parler, qui est le domaine de la mise en évidence de la conscience. Pourquoi j'ai envie de vous en parler? Parce que, en fait, il y a quand même aussi dans tous ces développements, et dans celui-là en particulier, une fétichisation du cerveau. En fait, l'IA n'est pas obligatoirement responsable de ce qu'on veut lui faire dire. Et comme dans tous les domaines, on peut avoir des idées préconçues et des biais. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'étude de la conscience, puisqu'on ne sait pas ce que c'est et qu'on cherche, que les grandes équipes cherchent à le savoir, il y a deux grands courants qui s'opposent. Un, c'est celui justement de la faculté d'Orsay, avec Stanislas Dehaene et son imagerie à 13,7 Tesla, mais qui vient juste de fonctionner. Et l'autre, c'est un courant américain. Et en fait, pour essayer de le résumer très brièvement, l'équipe en France dit que ce qui est la conscience, c'est ce qu'on va mettre en évidence, c'est ce qu'ils appellent une activation globale, mais l'activation globale, elle concerne le cortex. Et c'est l'activité du cortex cérébral qui va déterminer la conscience. Si on remonte en arrière dans l'histoire des sciences, on peut se rappeler que ce qu'on disait, c'est que grâce à notre cortex, on était plus intelligent, plus beau, meilleur, et qu'on allait dominer le monde, ce qu'on a fait, mais pas toujours dans la bonne solution. C'était une parenthèse par rapport à la deuxième équipe qui, elle, parle d'une activation du cerveau et en fait de toutes les régions du cerveau. Et pour avoir une activation de toutes les régions du cerveau, ça veut dire qu'on a eu des remontées et qu'on regarde en même temps ce qui est lié à la perception. Donc là, on pourrait dire qu'on est dans un corps pensant. Et derrière ces deux... Alors je ne sais pas qui aura raison, même si moi j'ai envie de dire une... Mais c'est pas, le problème n'est pas là. Mais en fait, voilà où on en est. Et c'est tellement... pour montrer que la science n'est pas toujours la vérité. C'est tellement des idéologies derrière qu'il y a maintenant 2 ans, les neuroscientifiques du monde entier ont dit « bon, ça suffit, on va essayer de faire une étude de façon à savoir et voir comment on peut essayer de délimiter la conscience. » Donc vous vous mettez d'accord, vous, de ces 2 équipes, on cherche qu'est-ce que vous voulez faire comme expérience, qu'est-ce que vous vous donnez comme sujet à avoir, qu'est-ce que vous donnez comme process et qu'est-ce qu'on va mettre comme test. Et vous faites chacun de votre côté ces tests-là et vous les interprétez et on discute. Ça a mis 2 ans à être lancé. Ça a été lancé. Il y a eu des résultats. Les résultats n'ont pas été communiqués entre les équipes. Autant dire que les neuroscientifiques, d'autres sont désespérés, mais quand même, il commence à nouveau à y avoir des échanges et peut-être qu'on va avancer. Tout ça pour vous dire qu'en science, comme ailleurs, en fait, on passe de paradigme en autre paradigme. Et c'est pour ça que je ne peux pas répondre à cette question, mais que je vais terminer là-dessus. Peut-être que si la science montrait ses limites et savait montrer ses limites, on n'aurait pas autant de climato-sceptiques. Parce que c'est très bien d'avoir une science, mais quand la science se trompe et qu'on se rend compte qu'après le tout génétique, on passe à tout l'épigénétique, qu'après, et il y en a des exemples comme ça. Donc la science, ce matin, il y avait une comptable ronde, la science n'est pas la vérité. La science est une vérité d'un moment. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des échanges entre tous les scientifiques, les philosophes, et que les anthropologues, et que Edgar Morin, comme d'autres, ont commencé à modifier les façons de faire de la science. Et je vais m'arrêter juste en disant quand même que le nombre de platistes est de près de 50% aux États-Unis et quasiment autant en France. Que le nombre de climato-sceptiques est passé de 23 à 30% entre 2022 et 2023 en France. Et que donc, ces climato-sceptiques, il y a plusieurs choses qui sont liées. Il y a le problème de comment est perçue la science. Et effectivement, il y a un grand travail à faire pour essayer d'expliquer que la science n'est pas la vérité.
Et puis derrière, il y a les problèmes des désinformations qui sont liés à l'IA. Et les problèmes, mais ça d'autres vont en parler, ces problèmes de désinformation, ils sont liés aussi à la puissance financière qu'on peut mettre derrière. Parce que, puisqu'on est au moment de la COP, les millionnaires, milliardaires américains, comme on voudra le dire, qui financent principalement toutes ces IA, et on peut leur dire merci, cela dit, sont aussi ceux qui interviennent pour empêcher de tester le technosolutionnisme à l'échelon mondial au niveau demandé par les COP, sont aussi ceux qui interviennent pour dire que de toute façon, on va pouvoir résoudre les choses et commence à faire des tests en envoyant des faux nuages ou en essayant de capter le CO2 pour montrer qu'on n'a pas besoin de résoudre le problème du climat. Donc, est-ce qu'on va s'en sortir? J'ai envie de répondre, si on résout le problème du climat, de la perte de la biodiversité, je ne savais pas que j'allais terminer comme ça, mais c'est pas grave, de la perte de la biodiversité et du dérèglement climatique, on pourra s'en sortir. Sinon, on ne saura même pas qui a gagné dans les IA ou pas, qui a perdu, parce qu'on aura tous disparu. Merci beaucoup Frédéric. C'était extrêmement clair et au moins voilà, on a pu mesurer à la fois toute la puissance de l'outil qu'on ne maîtrise pas, enfin on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais on voit bien et effectivement la révolution incroyable au niveau scientifique. Tu parlais. Oui, mais 2024, vous imaginez pas. Enfin, imaginez qu'aujourd'hui, l'IA est capable de savoir où elle s'est trompée et comment elle va corriger ces trucs. Moi, franchement, c'est bluffant. Là, je suis dans le merveilleux. Et puis, comme je dis, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et puis, oui, non, mais la transition est toute trouvée. J'avais prévu une deuxième question, mais après, question, pas question, vous pouvez rebondir, évidemment. La question, c'était comment placer finalement l'humain, au cœur des nouvelles technologies en général, mais acteur véritablement de l'IA. Hervé, alors j'avais prévu que tu nous évoques un peu, mais ça va être encore le merveilleux au niveau industriel, j'imagine. Ça dépend. Une moue dubitative. Voilà, on est entre nous. Voilà, on peut se parler franchement. Alors c'est marrant parce que en fait on a eu le même débat il y a 6 ans, c'était en 2018, c'était le 5 novembre, c'était à l'Assemblée nationale et j'avais été invité par Bernard Olanier, je ne sais pas si vous le connaissez, qui dans une autre obédience, et donc il avait fait venir pas mal de gens pour réfléchir, est-ce que c'est l'outil de demain, où va-t-on? Et donc tous les autres avaient préparé des super textes, et à moi, il m'avait dit surtout prépare rien. Donc alors là, maintenant j'ai préparé un truc aujourd'hui. Mais le sujet est toujours le même. Qu'est-ce que c'est que cet outil? Est-ce qu'il va nous dépasser? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il va nous manger, en fait? Une des questions, est-ce qu'il va bouffer nos emplois? Enfin voilà, on a beaucoup d'inquiétudes là-dessus. Alors, le point de vue d'Engie, mais bon, je ne parle pas au nom d'Engie, mais disons le point de vue industriel, il est super factuel. On se base effectivement sur ce qu'on a dit. L'IA, dans le domaine des sciences, dans le domaine de la recherche, se base sur des faits et produit sur des faits indiscutables, présents, des données ultra bien traitées. Justement, ce débat-là, c'était avec Christophe Abbas, et il est décédé depuis, mais il pilotait une antenne au 15-20, et il installait l'IA, et l'IA apportait à son service des avancées indiscutables. La question se posait dans la salle, est-ce qu'on doit se méfier de l'IA ? Hors de question. On a vachement avancé, on fait vraiment des choses merveilleuses. On ne peut pas s'en passer maintenant. Les détections de cancer, enfin des trucs tout simples, on vit avec cette avancée. Bon, voilà, sur les faits. Dans le monde industriel, ce qui intéresse les industriels, c'est clairement gagner du temps, augmenter la productivité et en gros faire du fric. On est entre nous, ça ne sort pas d'ici. C'est vaguement enregistré derrière. Je pense que je suis viré en sortant. Mais bon, voilà. Mais globalement, c'est ce genre de faits qu'ils veulent. C'est ce genre de recherche qui sponsorise. C'est ça qui paye, quoi.
Les écoles qu'on sponsorise, c'est sur ce sujet. Les thèses qu'on veut bien accepter, c'est sur ces sujets-là. Et donc, on se retrouve, nous, le lundi matin, avec des outils qui sont déjà augmentés. Hein. On a déjà des Teams augmentés, des supports informatiques augmentés. Et j'en viens à ce sujet-là parce que, quelque part, on est un peu coupable. On a laissé les industriels prendre la main sur ce merveilleux outil. Alors, ils mettent un paquet de pognon là-dedans pour en faire quelque chose pour développer leur business. Mais au fond, ça nous échappe. Et nous n'avons pas mis ce côté social dans la machine. Nous n'avons pas, tant que ça, cherché à nous former sur la question pour essayer de voir, par exemple, si on pouvait optimiser notre temps, si on pouvait essayer d'échanger des activités. Enfin, il y a plein de pistes sur lesquelles on n'a pas travaillé parce qu'au fond, ça ne rapportait pas aux industriels. Bon, ça, c'est un sujet que je voulais soulever parce qu'on est entre nous. Mais c'est vrai que le sujet de l'IA, on est très peu formé, alors que ce n'était pas hyper compliqué, en fait. Ça a été un de mes objets chez Engie, c'était de recruter des gens et de les prendre à Pôle emploi pour les former sur le sujet. Sur la sécurité de l'informatique aussi, enfin sur d'autres sujets. Mais on pouvait former très facilement, parce que ce n'est pas un gap énorme, des gens à partir de pas grand-chose. Enfin, ils avaient un niveau, mais enfin, voilà. On arrive quand même à former des gens, et notamment à modeler les équipes qui, on en parlait tout à l'heure, font les logiciels, les progiciels et les thèses de ces progiciels. Actuellement, en industrie, on a beaucoup d'hommes blancs, CSP+, qui codent ça, et qui aboutissent à une compréhension du monde complètement tronquée, parce que le client, il n'est pas homme blanc CSP+, typiquement chez nous, ce n'est pas le cas. Hein. Notre avenir, on aurait intérêt plutôt d'essayer de parler à un avenir mixte et divers, mais voilà, on ne le fait pas trop. Donc c'est évidemment quelque chose que les financiers comprennent, qu'il faut absolument investir là-dedans pour ne pas être out, quoi, pour ne pas être disrupté par des petites boîtes qui, elles, auraient compris comment fonctionne l'avenir. Donc la formation des gens, ça c'est possible. C'est effectivement un sujet. Mais quelque part, on a abandonné l'idée que ce sujet pouvait nous servir directement. On l'a laissé en friche et les prescripteurs ne sont que des industriels. Et ça, c'est quelque chose qui m'embête et qui fait que le but, en fait, de ça, eh bien, c'est faire de l'argent, gagner du temps. Et peu de choses différentes. Alors, vous avez certainement utilisé ChatGPT, c'est vachement intéressant quand même. Ce truc-là, il produit des lignes, c'est incroyable, quoi. En regardant ce machin fonctionner, moi j'ai retrouvé la fraîcheur du Google des débuts, où on posait des questions, et puis voilà, le truc, il nous répondait, il n'y avait pas de pub, quoi. C'était incroyable. Et, ou Internet au début, quand on discutait de fac en fac, avec des petits caractères bleus sur fond blanc, il n'y avait même pas de code à cette époque, on n'était pas crypté, on ne faisait pas gaffe, ça passait, ça marchait, c'était merveilleux. Et puis finalement, qu'est-ce qui est passé derrière ? Eh bien, c'est finalement l'économie, c'est le fait de mettre du fric là-dessus. Maintenant, on ne peut plus faire une requête sans avoir une publicité, un placement de produit. Et ça, je mets ma main à couper que ChatGPT, dans quelques années, quand on va poser une question, on aura un placement de produit. Ça, ah oui, oui, on aura un placement de produit. Là, pour l'instant, on bénéficie de ce truc qui leur a explosé au visage. Ils ne savaient pas que ça allait marcher aussi bien. Ça peut se vendre, en tout cas, d'une manière merveilleuse. Ils vont trouver un moyen d'en faire quelque chose de... De la même manière, comme Google a des alternatives qui sont absolument sans pub. Enfin voilà, il y a aussi d'autres alternatives. Il y a plein d'autres IA, excepté ChatGPT aujourd'hui. Et il y aura aussi peut-être un découpage entre l'ultra commercial dont tu parles, effectivement, qui arrivera à de la publicité et du placement de produits, et puis d'autres IA, des prompts génératifs qui seront au contraire plus sur des modèles je sais pas,
Brave, pour ceux qui connaissent, enfin, ou d'autres Voilà, tu as deux moteurs de questions dans recherche. ta question, Oui. c'est terrible. Excuse-moi. Bon, on va faire vite. La première question, à mon sens, mais je peux me tromper, hein, c'est qu'on se pose beaucoup la question de en quoi c'est fait, pourquoi, est-ce que c'est éthique, est-ce que ça pollue. Évidemment, ça pollue. 9% de l'électricité de la planète sert à refroidir des data centers. Bon, voilà. Hein. Mais il faut savoir à quoi ça sert. Ce truc-là, j'ai tendance à comparer ça à un véhicule. On a besoin d'une voiture pour faire ses courses. On a besoin pour aller sur Mars d'une fusée. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Réfléchir sur la motorisation, c'est très très bien. Mais le but, c'est quoi? On va aller sur Mars, faire peut-être des découvertes qui vont peut-être nous faire avancer sur quelque chose. Sans la fusée, on peut toujours essayer d'y aller à pied. On n'ira pas bien loin. Bon, ça c'est le premier point. Et peut-être deuxième question, c'était quoi? C'était sur... C'est sur... la question, c'est sur, à un moment donné, c'est un marché, l'IA. Enfin, voilà, il y a aussi... Au-delà du fait que les prescripteurs sont, comme tu le dis, des industriels et que l'argent, et c'est ce que j'entends, et qui pose problème, et je rejoins, c'est que ceux qui ont l'argent et qui développent, il y a du parti pris lié au business, et donc c'est ceux qui injectent l'argent qui mènent le bal. En même temps, on parlait de Google qui a écrasé, annihilé toute concurrence, les Lycos, AltaVista pour les plus anciens qui ont dû connaître, et qui n'existent plus. Néanmoins, il y a des moteurs de recherche aujourd'hui qui ont des positionnements un petit peu plus différents. Je pense à Ecosia dans le domaine écologique. Alors, je sais pas, je n'ai pas vraiment creusé la question. Oui, d'accord. Mais en tous les cas, voilà, il y a des petits concurrents de niche, avec certains qui mettent en avant aussi le fait d'avoir une forme d'éthique. Je mets des guillemets à tout ça, différente d'un Google qui est là pour balancer du Google Ads. Ce qu'on a beaucoup reproché à Google, c'était finalement les data, l'usage de nos data. Malheureusement, c'est une bataille perdue, on va faire vite, mais les data, elles sont répliquées dans plein de data centers partout. Voilà, la Chine les a depuis longtemps. Je crois que c'est une bataille perdue. La bataille qu'on a, nous, actuellement, enfin, je ne parle pas d'Engie, mais c'est vraiment nous dans la salle, c'est la liberté d'activité. C'est ça, cette liberté de faire ce qu'on veut dans le présent. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut avoir en tête. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Il faut s'en saisir, il faut à la limite se former pour en faire quelque chose, notamment, comme on disait dans la table ronde d'avant, en faire peut-être du lien, faire quelque chose qui rapproche les individus, faire quelque chose, parce que finalement, ce lien, je ne sais pas si vous avez remarqué, puis je vais peut-être conclure là-dessus, c'est ce qui rassemble tous les produits, tous les projets qui marchent. Tous les projets qui fonctionnent sont ceux qui ont créé librement du lien. Et quelque part, c'est ceux qui ont développé l'amour entre les gens. Quoi. Ouais. La transition est parfaite pour Pierre-Alain, puisque là, tu introduis de manière chirurgicale le lien avec la démocratie et l'impact que ce nouvel outil a inévitablement sur les sociétés, sur notre société, mais sur les sociétés en général. Est-ce qu'on peut imaginer une gouvernance éthique par rapport à une forme de gouvernance éthique avec l'introduction, enfin non, pas l'introduction, mais avec l'IA qui débarque au grand galop? Pierre-Alain. J'avais pas prévu, bonjour déjà à toutes et à tous, j'avais pas prévu de parler d'amour entre les humains, mais je pense qu'on y reviendra sûrement dans les questions en fin d'intervention. La question est profonde et pour y répondre, je vais redézoomer un peu avant de revenir à la démocratie et à la gouvernance. Tu disais tout à l'heure que l'intelligence artificielle a pris racine dans les années 50. On a retrouvé même la première publication scientifique en 1943. Un certain Pitts, pour comparer, Joe Biden est né en 42. Donc ça vient de très loin et ça a eu une phase d'accélération qui a connu deux grands phénomènes. Il y en a qui ont déjà entendu le sujet, mais c'est là où il y a des petits changements, frères et sœurs de Toulon.
Premier phénomène, c'était la puissance informatique. En 70 ans, la puissance informatique a été multipliée, alors par un truc, c'est des chiffres incommensurables, hein, par 1000 milliards de milliards. Ce n'est pas une insulte du capitaine Haddock, c'est réel. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 70 ans, l'ordinateur le plus puissant de la planète, c'était le Z1, qui faisait une opération par seconde, il faisait plusieurs tonnes, il rentrait dans la salle à peine. Et le dernier, qui est américain, qui est sorti cet été, c'est pour ça que c'est tout neuf, dans la région d'Oak Ridge, qui s'appelle Frontiers, il fait 1000 milliards de milliards d'opérations par seconde. Et en fait, cette accélération, nous, on en a bénéficié, hein, même dans nos téléphones qui sont bien plus puissants que ce qu'on a pu connaître, nous, dans les systèmes informatiques, même il y a 20 ou 30 ans. Même pour la petite comparaison, le logiciel qui a permis d'envoyer des humains sur la Lune, il faisait 70 kilooctets. Ça tenait sur les disquettes, là, vous vous rappelez ? Oui, vous avez connu les disquettes. Hein. Enfin, j'en suis convaincu, en tout cas, sur 2-3 personnes. J'ai connu aussi, ça va, c'est pas insultant. Hein. Et que maintenant, 70 kilooctets, ça permet même pas d'envoyer un email. Vous imaginez cette accélération. Première phase. La deuxième phase, c'est la profusion de données. Donc, il y a l'avènement d'Internet, il y a les réseaux sociaux. Qui a un compte sur un réseau social dans la salle ? Au moins un. Copains d'avant, Facebook, tout ça. Snapchat, TikTok, blabla. Ok. Il y a plus de 5 milliards de comptes sur la planète. Bon, des fois, on en a plusieurs, hein, pour différentes raisons. Et il y a aussi les objets connectés. Gartner, qui fait des études assez sérieuses, estime qu'au moment où on se parle, il y a 80 milliards d'objets connectés en circulation. C'est énorme. Hein. Et ils anticipent en 2040 à 4000 milliards. Tout sera connecté. On a déjà les téléphones, les voitures, les enceintes, les valises, il y a les vêtements maintenant, enfin bref. Et tout ça sont des puits de données. À quel point que ces données-là sont stockées, on en parlait tout à l'heure sur les data centers. Et pareil, pour vous donner une image des chiffres, il y a l'année dernière, AWS, vous connaissez AWS, il y a 3 grands cloud providers, hein, qui stockent des données. Hein. Donc Amazon, Microsoft Azure et Google GCP, a stocké 97 zétabytes de données. C'est quoi ce bazar ? Moi, ça ne me parlait pas. J'ai demandé aux personnes d'AWS de me parler français. Ils m'ont dit, tu prends un disque dur d'1 Tera, tu achètes à la Fnac, Darty, tout ça, là. Tu le remplis, tu en empiles jusqu'à la hauteur de la Tour Eiffel et tu multiplies par 18 millions. Ça, c'est juste un des 3 acteurs majeurs. Donc, avec toutes ces données, forcément, quand on a de la puissance informatique et quand il n'y avait pas de régulation à l'époque, bah, elles étaient captées, elles étaient très bien organisées et on a connu l'avènement de data brokers. Donc, c'est ceux qui collectent la donnée, qui l'organisent et qui la revendent. Sachez que 95% de la population française est entre guillemets fichée chez des data brokers. Parce que tout est enregistré. Vos recherches sur Internet, même si vous ne tapez pas sur recherche, à partir du moment où vous êtes un peu connecté là, avec votre boîte mail, qui est gratos, hein, ce n'est pas du hasard, c'est enregistré. Donc déjà, ils ont toutes vos névroses. Hein, les recherches bizarres qu'on fait, ça c'est enregistré avec votre nom, tout ça. Votre comportement sur les médias sociaux, enfin réseaux sociaux, c'est pareil. Si vous zoomez sur des photos, on va s'interroger pourquoi vous zoomez. Sur quelle tête, combien de temps ? Ah, c'est bizarre, cette personne ne ressemble pas forcément à son conjoint ou sa conjointe. Tiens, je vais le mettre. Et il y a un docteur aux États-Unis qui s'appelle le docteur Kosinski, Stanford, qui a démontré qu'à partir du moment où vous faites 230 likes sur un des réseaux que vous utilisez, l'algorithme vous connaît mieux que votre conjoint ou conjointe. C'est pas mal, hein, déjà. Donc avec tout ça, forcément, il y a des enjeux géopolitiques qui se sont dessinés. Je reviens à la démocratie, hein. Je suis parti loin, mais je redescends, vous inquiétez pas. Parce que certains l'ont bien compris, donc les Américains qui étaient en avance sur ces sujets-là, sur les 10 dernières années, ils ont investi 248 milliards de dollars sur le développement de l'intelligence artificielle. Des intelligences, hein. Parce qu'il y a la descriptive, la prédictive et la générative qu'on découvre dernièrement. La Chine, 95 milliards, l'Europe, 32. Et si on enlève le Royaume-Uni qui n'est plus de l'Europe, ben on arrive avec un chiffre, même en France, qui est à 6 milliards. Donc, en comparaison, c'est ridicule sur ces sujets-là. Et donc, dans les grandes idéologies qu'il y a eu, les États-Unis qui ont fait en bon français, de la tech for cash, donc on capte les données, on les revend, et on manipule un peu
un tout petit peu, hein. On domestique vos revenus, comme on dit, sur les actes d'achat et sur les décisions politiques, j'y reviens juste après. Il y a la Russie qui s'est bien développée, mais sur l'aspect militaire. Hein, elle a développé le premier char autonome. C'est une arme létale autonome. Donc si votre tête n'est pas dans la base de données, ne passez surtout pas la frontière. Vous ne pourrez pas négocier même avec un beau sourire. Ni de l'argent, ni quoi aux caisses. Le char Nerekta de la société Kalachnikov, plus précisément. Il y a une autre utilisation en Chine. On a vu quelques villes avec la note sociale. Vous avez sûrement suivi, hein. Certaines villes donnent un crédit de points. Vous avez 1000 points, on vous analyse en permanence. Les caméras dans la vue, reconnaissance faciale, ce que vous dites sur les réseaux, les messages, tout ça, blabla. Si vous êtes un bon citoyen, je ne sais pas ce que ça veut dire un bon citoyen, vous gagnez des points. Et si vous êtes un mauvais citoyen ou si vous êtes connecté à trop de mauvais citoyens, vous perdez des points. Et quand vous n'avez plus trop de points, vous ne pouvez plus accéder à certains services publics. Est-ce qu'on veut ça en Europe? Je ne sais pas. C'est la question qu'on se posera. L'Afrique s'en sert pour du scale-up, donc vraiment rattraper le retard qu'il y a eu. Il y a de très très beaux projets. Et nous, on veut faire de la tech for good en Europe sur certains sujets parce qu'on a 4 grands enjeux, on les a évoqués. Le premier, il est économique. 500 millions d'Européennes et Européens qui donnent de la donnée. Et notamment, il y a un sujet sur les données de santé. Hein, c'est pour ça que Google investit énormément là-dedans, Microsoft aussi. Et il faut les protéger. Hein. Une donnée de santé, ça peut se revendre... Enfin, votre nom, votre prénom et un indice sur votre santé, ça peut se revendre $800. Jusqu'à 376 fois par jour de manière légale ou illégale. Donc c'est un vrai sujet de protection sur la partie économique et sur la santé. On a le sujet écologique, vous l'avez évoqué. On a le sujet technologique, cybersécurité, et démocratique. Je fais juste un point là-dessus. Pour conclure, sûrement, avant de peut-être passer à une discussion sur ces sujets. Il y a eu des démonstrations, tout le monde a entendu parler de Cambridge Analytica, évidemment, avec une très grosse manipulation dédiée à l'utilisation de ces données. Il y a des chercheurs qui ont démontré que même en utilisant, pas forcément les réseaux sociaux, mais un moteur de recherche, il y avait une manipulation assez incroyable à faire. Ils ont fait un exemple. Hein. Vous prenez par exemple, alors je donne l'exemple complètement au hasard, vous tapez Donald Trump sur Google, par exemple. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 milliards de pages indexées. C'est énorme. Hein. Les plus tarés d'entre nous, et j'en vois encore 2-3 dans la salle, iront jusqu'à la page 3. C'est-à-dire qu'on va forger une partie de notre opinion, alors je ne parle pas des médias de masse, télé, co, hein, qui s'appuient aussi dessus, sur 30 résultats choisis sur le volet, sur 10 milliards potentiels. Alors, qui a organisé tout ça et dans quel sens? On le saura tous, il y a un sujet. Eh bien, ils ont pris 3 populations. Ils ont fait semblant. Une population, un tiers, avec que des résultats positifs sur Donald Trump. C'est un mec absolument génial. Vraiment, il déchire. L'autre, que du négatif. Et la troisième population, un article sur 2. Eh bien, les pourcentages d'intention de vote en sortant de cette expérience passaient de 30 à 70. C'est énorme. Donc oui, il y a des enjeux démocratiques, parce qu'il peut y avoir un impact assez hallucinant. Hein. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu sur le Brexit. Il y a déjà eu un impact. Il y a déjà des impacts. Mais on peut voir aussi une forme d'accélération. Alors ça, c'est pour les sujets un peu qui font peur, avec le génératif, les IA génératives, les deepfakes et compagnie, qui sont assez hallucinantes. Donc ça, c'est vraiment pour la partie... Waouh, on fait attention. Mais en même temps, si on fait une bonne gouvernance avec un code de la route international, si tout le monde veut s'y prêter sur ces sujets, on pourrait l'utiliser sur les sujets écologiques pour sauver des vies. On a plein d'exemples. On parlait des cancers et des tumeurs détectés peut-être parfois 1 an à l'avance, ou peut-être plus maintenant, avec cette accélération. J'ai rencontré une dame qui a été sauvée l'autre jour par son enceinte connectée. Elle fait un malaise, elle crie au secours, et c'est l'enceinte qui a appelé les secours. C'est pas mal quand même, si ça peut servir. Ou d'autres systèmes d'intelligence artificielle qui optimisent les parcours de soins. C'est-à-dire que quand vous faites une crise cardiaque dans une grande métropole, on va organiser le parcours, on va trouver l'hôpital le plus proche, vous pouvez gagner 10 à 15 minutes sur une crise cardiaque, je crois que c'est pas mal. Donc en fonction de ce qu'on voudra en faire, il n'y aura pas de limite, si ce n'est la limite énergétique. Voilà, je m'arrête là pour le moment. Mais moi, je voudrais rebondir concernant justement la régulation, parce qu'aujourd'hui, tu parlais de Donald Trump, bon, Elon Musk, qui est son ministre de je sais pas quoi, donc on se doute bien... De l'efficacité. Voilà.
L'administration administrative. En termes de garde-fou, si je puis dire, au niveau sociétal, au niveau de la démocratique, tout court, on peut vraiment se poser des questions. Qu'est-ce qui peut être fait pour justement réguler, cadrer, border ce qui peut être fait justement avec l'intelligence artificielle, attendu qu'effectivement, comme tu l'as dit, ça fait déjà basculer forcément, de fait, si sur 10 milliards de pages, on voit, pour les plus tarés d'entre nous, que les trois premières pages, bon, bah voilà, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'institut de sondage, c'est hop, on fait ce qu'il faut, un bon algorithme qui précise, et puis on sait que tout le monde est connecté. Et puis comment on peut faire? Est-ce que, toi qui as été député et qui a travaillé sur ce type de sujet, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place justement pour essayer de faire une sorte de contre-pouvoir des grands ayatollahs du fric pour le fric et de tout ça, quoi, des Elon Musk et autres? Alors déjà, on part de loin parce qu'on a eu ça je peux me permettre d'en parler, un système politique qui a été absolument naïf sur le sujet. Mais d'une naïveté plus. Et après, il y a deux façons de faire. Il y a soit on ne connaît pas trop les enjeux et on souhaite s'y former, mais à l'époque, j'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça, c'est pas si loin que ça, certains membres du gouvernement m'ont partagé, c'est public, hein, pour ça j'en parle, le fait que comme ils ne s'y connaissaient pas en intelligence artificielle et qu'ils ne voulaient pas passer pour des crétins publiquement, alors ils n'en parlaient pas ou l'intégraient pas dans les politiques publiques. Donc ça, c'est non-assistance à personne en danger, entre guillemets, sur ces sujets. Donc, le sujet le plus important, vous le rappeliez tout à l'heure, c'est la formation. Dès le plus jeune âge, pour de la veille, de la prospective, de la curiosité et tutti quanti, sur ces technologies, sur les modèles économiques que cachent ces technologies, parce que c'est ça le sujet aussi. L'économie de l'attention est dédiée à ça. Comment ne pas faire en sorte de vous faire décrocher du téléphone. Ce qui fonctionne, parce qu'on a vu qu'en Corée, maintenant, il y a des feux rouges pour piétons qui sont au sol, tellement les populations ne lèvent plus la tête. Donc ça interroge aussi sur l'homo sapiens qui s'est relevé, et puis l'homo numericus qui va se rebaisser. Donc il y a des questions là-dessus. Former dès le plus jeune âge, avoir une formation continue absolument puissante sur la transformation des tâches et des métiers, parce qu'on va tous y venir, mais tant qu'on se forme, ça va, hein, ça va très très bien se passer. Et former aussi les politiques. Il y a un vrai sujet, hein. Et là, il y a des mouvements qui s'organisent pour aller sensibiliser en permanence le système politique sur ce qui se passe un peu partout dans le monde et pour mettre des barrières pour protéger les futures générations. Il y a eu un premier texte européen qui est pas mal sur l'AI Act, qui n'est pas parfait mais qui est déjà pas mal, qui protège d'utiliser en tout cas en France ou sur les Européens, entre guillemets, ces technologies de manipulation. Bon, comme il y en a déjà eu dans le passé, là il y a un petit retour arrière, donc on essaie d'améliorer ces choses-là, de tout ce qui dégraderait la dignité humaine et l'humain en général. Donc ça, c'est des grands principes, hein. Maintenant, on va rentrer dans le détail, et c'est la phase qui est en discussion en ce moment au niveau européen, avec des premières barrières, mais comme la difficulté, c'est qu'on ne maîtrise aucune couche du cyberespace. On n'a pas les câbles qui font passer les données, ou très peu. On n'a pas les puces, on n'a pas le hardware, on n'a pas les softwares les plus puissants qu'on utilise, les logiciels, hein, on le disait tout à l'heure. Et on a le satellitaire aussi, on commence à se faire rattraper. Donc pour l'instant, on met des barrières avec des amendes financières, mais qui ne sont pas encore assez puissantes. Hein. L'année dernière, Google a eu une amende de 8 milliards. Bon, bah, ça les a fait tout sauter, quoi. Donc il faut qu'on accélère, et je pense que c'est en se formant, en étant vigilant collectivement, en ayant une hygiène numérique, on va dire ça comme ça, qu'on pourra peut-être limiter les dégâts et puis prendre le taureau par les cornes. Ouais. Oui, bien sûr. On a déjà eu dans l'histoire un problème où on s'est dit si on fait rien, on va tous exploser. C'est le moment où il y a eu le développement des centrales nucléaires et des armes nucléaires. Et là, les politiques, les contre-pouvoirs, les associations, les gens qui réfléchissaient, même s'ils ne savaient pas comment ça fonctionnait, ont réussi à se dire, bon, là, il faut qu'on arrête et il faut qu'on prenne des mesures pour qu'on s'engage à ne pas trop développer, à ne pas s'en servir d'une certaine façon.
Et, on a eu des gouvernants qui ont réussi à faire en sorte que, malgré la divergence complète de système politique qu'il y avait, ça a tenu. Ça a tenu jusqu'à presque aujourd'hui, et c'est en train, sans vouloir faire de jeu de mots, d'exploser, de complètement se fragiliser. Et donc on peut faire un parallèle avec cette histoire-là, parce que pourquoi c'est en train de se fragiliser? Parce qu'on n'a plus de recherche commune du bien-être à tous les niveaux. Et que, avant de pouvoir savoir si l'IA va nous emmener dans un sens ou dans un autre, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on peut arriver à trouver une recherche commune du bien-être? Parce que l'IA, c'est vrai que c'est fantastique. Tout à l'heure, j'aurais pu vous dire, si demain je suis paralysée et qu'on me propose un implant cerveau-ordinateur qui me permet de remarcher, je saute dessus tout de suite. Donc oui, il y a quand même des... Et je parle d'implants volontairement, cerveau humain, qui peuvent servir à plein d'autres choses. Mais là, il y a eu une conscience mondiale et une conscience politique. J'ai un doute avec ce qui vient de se passer aux États-Unis, qu'on ait la même, il n'y a pas que lui d'ailleurs, mais la même conscience politique pour arriver à réguler le système des données. Je ne parle pas des IA, mais le système des données. Ah, oui. Et puis après, on passera aux questions, mais bien sûr, Hervé, on t'écoute. Moi, j'ai un gros doute sur la régulation. Je t'en parlais tout à l'heure. Notre régulation, c'est sûr, on va pouvoir se réguler, nous, on va pouvoir réfléchir à ce qu'on ne fait pas. Mais je ne pense pas que les Chinois et les Américains en face de nous nous attendent. Eux, par contre, ils sont déjà en position de force. Juste une petite parenthèse, depuis 2019, on a eu une accélération du numérique et puis ce fameux lien dont je parlais tout à l'heure, il est devenu électronique. Voilà, c'est du mail, c'est de la voix sur IP et tout ça, en fait, tous nos liens passent maintenant par ce réseau, passent par le Internet, quoi. Et donc cet espionnage global que finalement les États-Unis ont quand même laissé faire, parce que l'époque où Bill Gates a câblé tous ses ordinateurs, ça a quand même été une grosse époque de développement du renseignement numérisé. Bon, eh bien, tout ce lien, finalement, est maintenant numérique. Si on veut changer les choses, il faut s'attaquer à ça. Ce n'est plus nos comportements individuels chez nous, c'est vraiment le lien électronique entre les individus, entre les sociétés. Et c'est ça qu'il faut essayer de réguler, de comprendre, et ce sur quoi il faut se former, peut-être ce sur quoi il faut justement travailler. Merci Hervé, merci à tous les trois. Je propose, il est presque 18h, je propose que si certains d'entre vous ont des questions à poser à nos intervenants, qu'ils n'hésitent pas. Très bien. Alors, en préambule, je voudrais juste vous donner une petite consigne. Merci de ne pas forcément donner votre point de vue, de poser des questions et d'être relativement bref, comme ça on pourra balayer toutes les questions ou un maximum de questions dans la salle. Merci. Oui, bonjour à tous. Merci pour votre intervention. Ma question est, pensez-vous pas qu'il est temps de réécrire la déclaration des droits humains et des citoyennes à cette heure numérique vertigineuse? Merci pour la question. Je pense que Pierre-Alain pourrait répondre. Ce serait nécessaire à partir du moment où on dépasse la déclaration. Et là, c'était un autre sujet, mais j'ai eu la chance et l'honneur d'échanger avec un certain Robert Badinter à l'Assemblée nationale en 2022. Et il me disait, la France est le pays de la déclaration des droits de l'homme, mais pas encore de son application. Donc, il est nécessaire d'avoir cette réflexion en intégrant justement tous ces nouveaux systèmes, parce qu'il pourrait y avoir des formes de pratiques qui rendraient une indignité à notre humanité, donc il faut le faire, à partir du moment où tout le monde et tous les pays jouent le jeu. Et c'est là la vraie difficulté sera là. Mais je suis d'accord avec vous. Oui. Oui. Le micro à monsieur devant. J'ai pas vu. Bonsoir.
J'ai mon gendre qui a un ami qui s'appelle ChatGPT. Vu ma génération, je suis un peu méfiant. Et on philosophe, puisque l'autre jour, je lui ai dit pharmacon, c'est ce qui soigne et ce qui empoisonne. Et par amusement, je teste son ami. Et l'autre jour, je lui ai demandé s'il connaissait le théorème, bien sûr, les connaître, de Rodon-Drigg. Et à la fin, il m'a dit, mais ce n'est pas les mots exacts, il jouait petit bras. J'aurais aimé avoir l'avis de M. Villani. Alors, pas de Monsieur Villani ici, mais en revanche, quelqu'un qui, encore une fois, qui a dû pas mal collaborer avec lui, en tous les cas, discuter assez régulièrement, non ? C'était le sujet du pharmacon était une des conclusions de ma thèse, pour le coup. C'est intéressant. Et c'est pareil, je vais faire court dans la réponse, parce que j'ai beaucoup travaillé avec Cédric Villani, parce qu'on a été élus en même temps, dans le même département, et sur les mêmes sujets. Donc, du coup, on a eu la chance de bosser ensemble. Et pour venir sur le... Et ça va peut-être rebondir sur ce que disait Hervé, qui est passé presque inaperçu, mais qui est absolument central, sur les renseignements automatisés. En fait, si vous traduisez intelligence artificielle, intelligence, au sens de la CIA, hein, c'est du renseignement automatisé. Nous, on a eu une valeur européenne en disant oui, l'intelligence, tout ça, patin coup fin, ce qui est vrai. Hein. Mais c'est basé à ça. Et c'est pour ça qu'on s'est toujours, nous, battus. Et c'est vrai que ChatGPT, Google, ce sont nos meilleurs amis parce qu'ils nous connaissent mieux que beaucoup de personnes. On s'est battus en focalisant sur le sujet de l'acculturation, de l'éducation et de la formation, qui sera la meilleure arme comparée à la violence d'un système capitaliste allié aux nouvelles technologies. Je ne sais pas si ça répond, mais ce sera ma réponse en tout cas. Hervé ? Oui, vas-y, Hervé. Oui, je voulais juste revenir sur intelligence. Effectivement, c'est ce faux ami anglais, intelligence service, et finalement le renseignement. Et voilà, l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est pas. Alors nous, on l'a compris, nous Français, comme étant quelque chose qui ressemble à nos cogitations cérébrales, mais c'est pas ça. Et c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de gens qui veulent rattraper le sujet des connexions neuronales, mais il y a aussi pas mal de gens qui veulent changer le terme et qui veulent parler d'informatique augmentée, d'informatique avancée. Ce sont des logiciels. Ce sont des logiciels qu'on affine avec des tests, en prenant notamment des lacs de données absolument énormes. Et c'est là aussi, mais je vais te laisser la parole parce que tu n'es pas d'accord, mais c'est là aussi où on travaille quasiment à l'aveugle avec des logiciels qui sont finalement pas si compliqués, avec des données qui elles aussi sont biaisées. Et on se retrouve aussi à utiliser des données qu'on a achetées en gros et qui ne sont pas forcément représentatives du client, pas forcément représentatives de la solution qu'on voulait obtenir. Bon, je te laisse. Je vais juste continuer 2 minutes, mais le mot intelligence, déjà, on ne sait pas ce que c'est. Que l'intelligence humaine, personne jusque-là n'a réussi à la définir. Donc c'est très bien. L'intelligence artificielle n'est pas l'intelligence humaine, mais comme on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence humaine, c'est bon, CQFD, on repart à zéro. Et l'intelligence artificielle, c'est effectivement une construction, mais je reviens quand même là-dessus, il ne faut pas oublier que les personnes qui sont derrière tout ce financement des IA ont des finalités de transhumanistes, c'est-à-dire, en clair, des gens qui pensent qu'on peut aller plus loin que notre finitude. C'est-à-dire que là, on est effectivement dans l'implant cerveau-ordinateur qui va nous permettre de pouvoir vivre de façon éternelle. Et si ce n'est pas un but, mais j'y crois pas, hein, mais c'est ce qu'ils veulent. C'est quand même ça la recherche. Il y a quand même des gens aujourd'hui qui se font cryogéniser en espérant qu'ils vont partir et qu'on pourra les réveiller. Personne n'a pu. Il y a des gens qui font donner, je crois que c'est Bill Gates, qui demande à sa fille de faire des transfusions de sang pour son grand-père, donc son père, de façon à ce qu'elle puisse avoir un sérum rajeunissant. Il y en a plein des exemples comme ça, c'est les 2 derniers qui me passent. Donc non, on est quand même dans un délire de transhumaniste. On est derrière cette puissance financière. Il y a
une idéologie. Il y a gagner du fric, oui, ça c'est une vision. On n'en a rien à faire de la planète, on l'a détruit, c'est pas grave, c'est une seconde vision. Mais il y a aussi quand même la vision, on est des humains et on va être des humains qui ne vont jamais mourir. Et on en est dans combattre cette finitude. Voilà. Donc je m'arrête. Et effectivement, Allez, droit de on est où réponse. dans l'intelligence. Droit de réponse à Hervé qui voulait dire un mot. Allez. Droit de réponse, Oui, Neuralink avec les implants dans le cerveau, c'est vraiment effrayant et c'est sûr. Mais ça va servir qu'aux ultra riches, hein, Elon Musk et compagnie. Hein. Bon, honnêtement, c'est pas nous, hein, dans le fond de nos campagnes, qui allons tout à coup devenir super intelligents et voilà, et gagner des millions. Ce que je voulais dire au fait sur les formations, puisqu'effectivement comment dire, oui. Notre solution, c'est finalement de former des gens pour qu'ils soient aguerris, mais des gens qui développent des solutions sociales, des solutions qui ne soient pas forcément pour l'économie et l'industrie. Mais qui finance ça? Eh bien, les entreprises. Allez, une nouvelle question alors. Ouais. On va commencer par dans l'ordre. Wow. Quel sujet? Alors, on a super bien parlé du monde meilleur, ça c'est fait, on va cocher. On a parlé de l'IA, ok. L'intelligence artificielle, on vient d'avoir un éclairage. Et l'humanisme dans tout ça, on a parlé de transhumanisme, mais l'humanisme dans tout ça. Que dire un Chinois qui ne peut pas sortir de sa ville ou pas accès, ça a été évoqué, parce qu'il a traversé en dehors des clous ou parce que quelqu'un qui connaît a fait des... Hein. Que dire formation, j'entends parler de formation, c'est fantastique. Je ne sais pas si... En fait, ça va peut-être rapprocher les peuples. Parce qu'en fait, j'ai lu dernièrement qu'une requête sur Google... Enfin, une requête sur ChatGPT dépensait 60 fois plus d'énergie qu'une requête sur Google. Donc en fait, on va finir par rapprocher les peuples. Quand on aura bien réchauffé tout ça, ouais. Et ben, ça va résoudre le problème. Et que faire pour l'humanisme? Je crois que c'est une valeur qui fait en sorte de laisser le moins possible de gens derrière soi. Là, ce que j'entends jusqu'à présent, eh ben, ça laisse de plus en plus de gens derrière soi. Bon, Pierre-Alain... Je suis tout à fait d'accord. Brûle d'envie de répondre. Je commence par la fin. Au moment où on se parle, si on faisait autant de requêtes sur ChatGPT que sur Google, il n'y aurait pas assez d'électricité sur la planète pour y répondre. Ça a été démontré par l'université de Shanghai. Donc c'est pour ça que je parlais de limite énergétique tout à l'heure. Ça, c'est un premier sujet. Et pour revenir à la première question tout à l'heure, c'est que devant toute cette puissance, s'il n'y a pas un accord international, global, et c'est pour ça qu'on peut avoir une certaine méfiance sur le sujet d'utilisation de ces ressources au service de l'humanité, parce qu'il peut y avoir un partage de valeurs, mais il faut retoucher au capitalisme, déjà c'est un premier sujet, il faut retoucher à la valeur et l'utilisation de la technologie au niveau de l'économie, pour la planète. Il faut penser presque comme Edgar Morin, avec l'anthropoétique. C'est-à-dire que je pense d'abord à la planète, à l'humanité et sa biodiversité, après aux sociétés, et enfin aux individus. Et là, on a tous tendance à faire l'inverse. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, ça c'est la partition idéale pour l'humanité, ce qui m'inquiète le plus, c'est que les pays n'ont pas réussi déjà à se mettre d'accord l'année dernière sur l'utilisation de l'IA pour le militaire. Donc on a un peu de travail, avec la situation est grave, mais pas désespéré. Continuons d'espérer et d'œuvrer en ce sens, en tout cas. C'était à l'ONU. Il y avait une question là-bas. À Genève, en Suisse. Non, au fond. Oui. Le temps du trajet, il y a aussi la question des inégalités sociales. Est-ce que ce n'est pas un gouffre majeur? Parce qu'on peut se dire qu'il faut se former, etc., etc. Mais ok, en France, dans les pays occidentaux, ou disons industriels, pas de problème, mais pour les autres. Bonsoir. Bon, justement, ça fait bien la transition parce que c'était un peu mon idée.
La première question, c'est que le côté schizophrène, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut réguler des choses, qu'on renvoie ça aux citoyens, mais en même temps, les États eux-mêmes nous emmènent vers plus de connexions, plus de données à donner et plus d'ouverture qui doit être refermée derrière. Je ne comprends pas le principe. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'aller dans un guichet, et je ne parle même pas des entreprises privées, mais je parle ne serait-ce que des impôts. Regardez aujourd'hui, France Connect, eh ben, sur le même truc, vous avez toute votre vie. Et après ça, il faudrait qu'on essaie de réguler avant un système qu'on a mis en place où on a obligé les gens d'y aller. Et du coup, on a déjà fracturé la société entre tous ceux qui étaient faciles à connecter parce que avoir un smartphone NFC, bah, c'est pas donné à tout le monde. Comprendre la langue, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, on a découpé déjà la société. Et là, on va plus loin avec l'IA parce que c'est aussi comment on va penser à l'avenir. C'est-à-dire que est-ce qu'on se dirige finalement vers une société où ceux qui vont avoir de l'argent vont rester connectés avec le monde et tous les autres vont rester à côté du monde? Alors après la fracture numérique, la fracture de l'IA, qui veut répondre? Hervé? Allez. En venant ici, moi je suis passé par la gare de Lyon à Paris et il y avait plein de guichets autrefois, il n'y en a plus du tout. Et c'est vrai que la première idée qui vient, c'est zut, ils ont tous été remplacés par des machines. Bon, alors vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais honnêtement, la disparition des guichets, c'était avant l'arrivée de ces raffinements technologiques. Quelque part, eh bien, ils ont déjà viré les guichetiers avant. Ça coûtait trop cher, voilà, on va essayer de rationaliser le truc, on va essayer d'en avoir le moins possible. Et au final, eh bien, l'arrivée de l'informatique augmentée a peut-être arrangé tout le monde. Mais je ne suis pas convaincu que c'est l'arrivée de l'informatique augmentée qui a chassé les gens. Il y a quand même des métiers qu'on n'a plus voulu faire. Et il y a notamment la compréhension de l'informatique, la sécurisation des réseaux, tous ces trucs-là, qui sont complètement dépourvus de... Enfin, on cherche des talents, quoi. On est vraiment dans la merde au niveau de l'emploi, alors que c'est des trucs hyper bien payés. Honnêtement, je pense que c'est la super brèche sur laquelle il faut aller. Je suis tout à fait d'accord que les requêtes sont extrêmement coûteuses en énergie du ChatGPT et que, de toute manière, il y aura bien un jour où ils vont se dire bah, on connaît tout sur l'humain, on a tout modélisé, pourquoi leur laisser ça gratuit, quoi. Donc, au fond, ce qu'on connaît, c'est peut-être encore l'âge d'or par rapport à demain. Ça, c'est sûr. Bon, malheureusement. De ma petite fenêtre, c'est pour ça que je m'occupe de l'emploi, d'essayer de mettre des gens en place, d'essayer de les faire travailler sur la question, d'essayer qu'ils changent le modèle. Parce que je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire, nous, citoyens. On nous responsabilise, on nous dit, mais ramassez vos mégots, faites attention, vous allez crever la planète. Mais on n'y est pour rien, franchement. Ce n'est pas nous qui dégazons dans les océans. Ce n'est pas nous. Le réseau mondial et sa consommation, ce n'est pas le citoyen. Il faut arrêter. On est là parce qu'on a un emploi, parce qu'on veut bien nous le donner. Demain, ce n'est pas absolument certain. Je trouve que c'est intéressant de justement s'intéresser au monstre qui veut nous bouffer avant que ce soit trop tard. Qu'est-ce qu'on va en faire? J'en sais rien. Mais nous, avec notre humanisme, justement, il va falloir qu'on travaille. Parce que c'est vraiment cet axe-là qu'il faut... J'en vois pas d'autre. Moi, j'étais autrefois dans l'imprimerie. On a vu débarquer les ordinateurs. On s'est dit, c'est vachement bien, toutes ces machines, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme truc super? Moi, le soir, j'essayais de regarder comment ça marchait, j'essayais de voir comment ça... Enfin, programmer un peu. Finalement, tout le monde a été viré, l'imprimerie, ça n'existe plus. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont devenus, tous ces gens-là. Ils ont tous disparu. Moi, bon, je me suis intéressé aux monstres qui allaient nous bouffer, donc j'en ai fait mon métier. Coup de bol. Mais voilà, moi, ça me donne à réfléchir personnellement actuellement. On sait comment ça avance, c'est pas très bon. Ça pue même pour les Européens et pour les Français, il faut bien quand même l'avouer. Intéressons-nous à ça, de près. Essayons de changer les choses. Bon, je sais que ce n'est pas une réponse ni une solution, mais bon.
C'est tout ce que j'ai. Merci Hervé. Alors, je ne sais plus, mais oui. Hop, je vois une main qui se lève là-bas. Ah, il y avait... désolé, juste après. Ah oui. Moi, j'avais une question pour Pierre-Alain Raffan, puisque vous avez travaillé sur les relations entre l'IA et la démocratie. Est-ce que vous avez pu démontrer dans vos travaux que l'IA, les réseaux sociaux, conditionnaient dans un groupe de population l'expression du suffrage des électrices et des électeurs sans que cette expression ne soit finalement également conditionnée ou fortement influée par ce que ces personnes peuvent ressentir dans leur vie quotidienne, vie professionnelle, donc en dehors des IA, du numérique et des réseaux sociaux? Merci pour cette question. C'est une question qui n'a pas encore trouvé de réponse dans ces travaux de recherche. Parce que là, on remonte même aux médias de masse, parce que les réseaux sociaux en sont. Et Lazarsfeld, déjà à l'époque, faisait ses travaux pour analyser l'impact de ces médias de masse sur les populations. Et dans ce que vous dites, il y a deux sujets. Il y a la partie d'expression des ressentis qu'on peut capter d'une manière ou d'une autre en utilisant ces outils, à condition, quand on se rend compte que il n'y a qu'une infime finalement partie de la population qui s'exprime réellement sur ces sujets. Vous prenez, nous à l'époque, en 2016, quand j'ai commencé ma thèse, Twitter représentait peut-être 1% de la population. Donc c'est très peu, et pourtant, ça pouvait représenter plus de 80% des informations qui étaient reprises dans les médias de masse, qui après vont influencer ceux qui vous influencent. Enfin, il y a cette idée qui est déjà assez complexe. Donc il y a des schémas qui sont étudiés. On n'a pas encore une vision très claire, précise, scientifique de cet impact direct sur la démocratie, mais on sait très bien qu'il y a des formes d'influence, et surtout en fonction de l'effet loupe de certains réseaux sociaux sur les médias de masse. Mais c'est des travaux à poursuivre. On s'y est intéressé, mais c'est très complexe à démontrer pour le moment. Merci. Monsieur devant, et ensuite mademoiselle, et ensuite monsieur. Il est 18h12-15. Je propose qu'on mette un stop vers 18h30. Donc encore quelques... Voire un peu avant. Bon, voilà. 3 dernières questions. Allez. Ah ben il est parti, monsieur. Oh, je suis... Bon. Eh bien, alors, mademoiselle, devant. J'ai fait un malheureux. Désolé. Voilà. Bonsoir, merci. Alors, l'IA, elle mobilise à la fois le scientifique qui va la développer et rechercher, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. L'entreprise, le monde économique qui va le financer. Puis ensuite, ça, on va le traiter au niveau de la société civile pour les questions démocratiques. Donc là, on va avoir les conséquences. Et puis après, on va essayer de se positionner en anticipant ces conséquences. Donc voilà, il y a ces 3 types d'acteurs. Depuis ce matin, j'ai participé à 2 autres conférences maçonniques, donc, enfin, dans ces journées maçonniques. D'abord, le lien entre la franc-maçonnerie et le politique. Donc là, ce qu'on a dit dedans, c'était que dans la franc-maçonnerie, on pouvait être pas d'accord, mais qu'à la fin, on se mettait d'accord sur le fait qu'on évitait de rentrer en conflit, enfin qu'on trouvait une solution pacifique. Puis après, une autre conférence sur la spiritualité, où là, du coup, pareil, on peut tous penser différemment, mais parce que la spiritualité, c'est un chemin individuel. Donc là, maintenant, je vais vous poser la question, quel est le rôle ou comment se positionne, du coup, la franc-maçonnerie vis-à-vis de cette question de l'IA, qui, du coup, quelque part, elle dépasse l'individu, parce que c'est... Enfin, on est là justement pour en parler, parce qu'elle est trop large, difficile à comprendre tous ses impacts, et parfois même elle nous surprend. C'est une question sociétale, mais qui dépasse la société même, parce que du coup elle est prise un peu par les entreprises, par des intérêts individuels qui ne sont pas de l'intérêt commun. Donc, en tout cas ça se discute. Donc comment est-ce que la franc-maçonnerie elle s'empare de cette question-là, et quel est son rôle dedans ?
Merci. Waouh. Allez. Je ne vais pas répondre sur la franc-maçonnerie en général, parce que ni même sur la Grande Loge féminine de France à laquelle j'appartiens, mais sur des sœurs de la Grande Loge féminine de France et des frères avec qui on peut discuter quand on va faire des conférences. En fait, on est comme la société civile, on se pose les mêmes questions et on essaye d'y répondre en essayant de faire une diffusion de l'information, comme on a fait aujourd'hui, en essayant de voir avec les différentes personnes qui ont une petite connaissance dans un de ces domaines, qu'est-ce que ça peut apporter et qu'est-ce que ça pose comme problème. Et on essaye de voir comment nous, en tant que francs-maçons, francs-maçonnes, c'est-à-dire en tant que personne qui a envie d'œuvrer pour le bien-être, j'insiste, c'est vrai que je le transforme comme ça, pour le bien-être de l'humanité. Alors derrière, moi, le mot bien-être, je mets aussi bien une diminution des inégalités, une vie avec la nature qui soit beaucoup plus en correspondance que celle qu'on a aujourd'hui, une tolérance entre les différentes personnes. Et l'IA peut nous apporter énormément de choses si on s'en sert de la bonne façon. Là, ça veut dire que l'IA est un outil comme les autres. Sauf que, aujourd'hui, je ne suis pas sûre que l'IA soit vraiment un outil comme les autres. Donc à partir de là, je ne peux même plus répondre à cette question parce que je me dis, on va essayer, nous, les humains, de travailler ensemble et on a encore plus d'efforts à faire en tant que maçons et maçonnes pour essayer de, comme disait Roger Gachet, j'ai beaucoup aimé ce matin, de se retrouver quelles que soient nos opinions, qu'on soit croyant ou non croyant, qu'on soit quelles que soient nos... et d'œuvrer ensemble pour trouver comment on peut améliorer les choses. Il n'y a pas de réponse à l'IA. Il y a un humanisme, il y a un langage. En fait, l'IA, c'est un langage comme nous, on a un langage. Et en fait, on est un peu dépassé par le langage qu'on vient de créer. Donc, quand je dis on, c'est pas moi. Donc, il y a un énorme progrès, il y a un énorme travail à faire. Oui, Hervé ? Oui, je vais rajouter un truc. En franc-maçonnerie, décidément, je vais être viré par ma boîte, parce que je ne devais pas en parler, mais en franc-maçonnerie, une de nos grosses luttes, c'est lutter contre l'intolérance, et donc notamment travailler pour les valeurs démocratiques. Et on voit notamment un pan de l'IA générer des fake news, générer des fausses images, troubler le jeu démocratique. Sur ce jeu-là, effectivement, on a des choses à faire, des choses à dire. Essayer de rétablir la parole, enfin, nous, on est très parole perdue et tout ça, rétablir la vérité sur le sujet. Alors, c'est tout un travail, et donc c'est pour ça qu'on se retrouve très longuement pour réfléchir à tout ce qu'on pourrait faire. Et finalement, une fois qu'on a bien réfléchi, on essaye, dans nos métiers à l'extérieur, d'appliquer nos cogitations. Mais c'est ça, lutter contre l'intolérance. Et lutter aussi peut-être contre la nature humaine. Mais il faudra un jour faire une planche sur le sujet, parce que nous, on est très... on parle beaucoup du verbe en tant que... comment dire, c'est le couronnement du règne animal, de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être intelligent. Mais finalement, quand on parle, on a aussi la possibilité de mentir. Et on est finalement un des seuls animaux, à ma connaissance, à être capable de mentir, détourner les faits. Alors peut-être qu'on est aussi capable d'imaginer, donc on est des bons chasseurs, on imagine notre gibier, on imagine les pièges qu'on peut poser dans la nature pour les avoir, on est capable de deviner l'avenir un tout petit peu, mais on est capable aussi de le dévoyer. Et il faut faire super attention à ça. On est, par le verbe, en risque. Merci Hervé. Alors... les animaux aussi parlent, et on est en train de découvrir de plus en plus que les requins se parlent, les baleines aussi, les fourmis aussi, elles sont capables de faire des choses que nous sommes incapables de faire. Donc là aussi, il y a dans la science quelque chose qui... Et je vais revenir, peut-être que notre positionnement par rapport à la science fait qu'on devrait se poser des questions pour revenir à... Ce matin, il disait... à l'intention, à la perception, non pas à la raison, mais à l'imaginaire, et construire un véritable imaginaire de perception et d'échange. Alors, on va prendre la dernière question, parce qu'en plus, Pierre-Alain doit vite prendre un taxi après, je crois. Oui, comme ça, j'en profite pour... Voilà.
prendre ma petite part à votre réponse et merci pour cette question qui fait un peu flipper. Je rêverais qu'il y ait un groupe interobédience qui aurait comme objectif de créer ce nouveau code de la route. Donc je ne sais pas si vous voulez le piloter, mais si vous le pilotez, je me tiendrai à votre disposition pour participer aux réflexions. Et comme ça, on pourra remplacer peut-être l'ONU, je ne sais pas. Ayons de l'ambition. Bon, en ce qui me concerne, je suis très satisfait des échanges qui ont eu lieu là. J'avais une question toute bête, parce qu'on parle de monstres qui traitent un nombre que je n'imaginais même pas d'informations à la seconde. On parle aussi d'énergie, d'énormément d'énergie qui est demandée pour traiter toutes ces données, mais est-ce que ce n'est pas un réel sujet, l'énergie, ce talon d'Achille, apparemment. Et j'aimerais avoir votre position là-dessus, parce que comment on traite cette énergie, comment on la partage, comment elle va se répartir dans les prochaines années. Merci. Je vais peut-être commencer par répondre rapidement. Oui, c'est un sujet majeur, cette énergie, parce que, comme je vous le disais, ce que disait Hervé tout à l'heure, on est à 9% des gaz à effet de serre sur la partie serveur, stockage de données. On va monter, si on ne change rien, à plus de 30% avec l'évolution de ces objets connectés, ce que je disais tout à l'heure, des 80 milliards aux 4000 milliards. Donc il y a un vrai sujet. Soit on va être limité, soit ça va accélérer la recherche, et c'est ce qui se passe. Beaucoup de pays maintenant investissent sur le sujet de la fission nucléaire pour avoir une énergie soi-disant infinie et décarbonée. Donc il y a un vrai sujet. Par contre, si toutefois ça arrive, ça posera sûrement d'autres sujets. Il faudra peut-être une autre conférence pour débattre de ces impacts. Et puis, je sais plus oui, dans l'énergie, il n'y a pas que l'énergie, il y a tout ce que ça implique pour pouvoir créer ces IA, c'est-à-dire l'extractivisme que l'on fait avec tous les métaux rares qui sont en train de s'épuiser. Et puis quand même, on parlait des inégalités, mais on fait ça dans les autres continents, et c'est pas un hasard si effectivement l'Europe a beaucoup moins de gaz à effet de serre que les pays comme l'Inde qui sont complètement... Alors aujourd'hui, ils investissent aussi, mais jusque-là, en Afrique ou dans certaines régions, on va exploiter ailleurs, on va polluer ailleurs et on ramène les choses. Alors quand on dit qu'effectivement, l'énergie correspond à 2 et va passer à 10, on ne tient pas compte obligatoirement de l'énergie qu'il a fallu mettre pour arriver en France ou dans les pays occidentaux. Donc il y a le problème de l'énergie, il y a le problème donc, de ces métaux rares, et puis il y a celui de l'eau, la ressource en eau qui est dramatique, parce que les data centers consomment de plus en plus d'eau. Et d'ailleurs, pour pouvoir essayer de diminuer ce problème-là, au lieu de chercher pour la fission, on est en train d'essayer de multiplier des petits énergies nucléaires et on va diffuser des petits réacteurs nucléaires pour faire des petits data centers. Ça pose 2 questions. Ça pose la question, de toute façon, il faudra quand même de l'eau, alors elle va être répartie un peu partout. Et puis on va avoir des petites bombes qui vont se retrouver partout à l'époque où on est dans un climat, on va dire, un peu déréglé. Donc oui, le climat de l'énergie, je dois dire que pour moi, j'aurais bien éventuellement commencé par là. Parce que franchement, on ne peut pas continuer à fermer les yeux sur ce que ça consomme de plus en plus, et se dire, c'est pas grave, c'est merveilleux. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais Dr Jekyll et Mr Hyde. Oui, on est en train de détruire la planète avec l'IA. Oui, on est en train de détruire avec la 5G. Mais pourquoi faire autant d'objets connectés? On a besoin de frigidaires connectés, on a besoin de tout ça. Donc oui, et peut-être que si on veut faire un monde humain, on peut déjà commencer par dire, eh ben non, on va interdire, on va demander à ce qu'il n'y ait pas autant d'objets connectés. Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de satellites et on ne voit plus le ciel?
Aujourd'hui, on ne voit plus le ciel. Alors, c'est pas grave. On a maintenant des IA qui prévoient le temps beaucoup mieux que ce qu'on faisait en regardant le ciel. Mais on va où comme ça? Je vais m'arrêter parce que... Ouais, l'espace est devenu une poubelle. Hein. Il y a de nouveaux métiers qui ont émergé, notamment celui d'aiguillère de l'espace. J'ai découvert ça il y a peu. Et donc, du coup, c'est une société française, donc les aiguillères de l'espace, parce que ça va vite, hein, un satellite en orbite. Hein, donc, un débris qui se pulvérise en des milliers. Ouais, bref. Hervé, tu voulais intervenir sur cette dernière question. Je dis ça parce que c'était par rapport à Engie, mais peut-être pas. Moi, je n'avais rien à dire, mais puisque tu me donnes le micro, non, c'est sûr que nos perspectives ne sont pas belles. Dans toutes les époques, on a toujours craint des guerres atomiques, toutes sortes de choses. Bon, jusqu'à présent, on s'en est sorti, mais c'est vrai que l'avenir n'est pas super rose. Moi, j'ai confiance dans nos valeurs. Je sais que les gouvernements qui vont arriver ne vont pas nous faciliter les choses, surtout aux francs-maçons. Mais j'ai cette certitude que c'est pas l'étranger qui est responsable, hein, c'est pas l'autre. Et donc restons vissés sur nos valeurs. C'est peut-être ça aussi qui nous sauvera. Ouais, et puis je retiens la réflexion interbénéventielle qui pourrait être intéressante. Moi aussi, je voudrais bien y participer. Mais écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie et je remercie les trois intervenants pour la qualité de l'échange. Et puis... il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup.